Bonjour à toutes et tous. Donc, vous êtes voilà, déjà près de 150 participantes et participants à ce webinaire national qui révèle un peu les outils, le cœur de la 11e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui se tiendront du 8 au 15 septembre prochain. Et on va commencer tout de suite par un petit sondage, si vous voulez bien, pour tester votre connaissance éventuelle de ce mouvement. C'est toi qui auras la main, je pense, Louane, sur le nombre de répondants. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons donc, je vois à l'instant, notre collègue Olivier Marnette qui se connecte depuis la Guyane et qui nous rejoint. 9 heures, heure locale. Donc, le webinaire est enregistré. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a déjà des premiers résultats, Louane. Alors, on est un peu moitié-moitié pour les personnes qui ont participé déjà à une JNAI. On est vraiment à 50% oui, 50% non. C'est très serré. Il y a une grande majorité qui a juste pour le nombre de JNAI qu'il y a eu en 2023. À savoir, on va pouvoir révéler les chiffres. Maintenant, on y reviendra plus tard, mais je te laisse donner le bon chiffre, Louane, Oui, des alors GNI du coup, on 2023. a eu 1234 JNAI en 2023. Effectivement, on est vraiment 51-49, en tout cas sur la connaissance du mouvement. On est, voilà, la moitié d'entre vous ont déjà participé, pris part à une journée nationale d'action contre l'illettrisme, et l'autre moitié non. Donc, on va vous proposer une information un peu médiane, avec des informations clés quand même sur le mouvement, mais pas peut-être pas forcément très fouillées, techniques, etc. Puisque comme on vous l'expliquera, on tiendra aussi à votre disposition ensuite des boîtes à outils, des outils pour aller plus loin, et le réseau des chargés de missions régionaux de l'agence, bien évidemment, sera à votre disposition pour ça. Alors, je propose tout de suite à la secrétaire générale de l'agence, Élodie Bousquet, d'ouvrir ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Élodie Bousquet, secrétaire générale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence en nombre en fait pour ce webinaire de préparation de la 11e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Bienvenue à tous, effectivement. Nombre d'entre vous, puisqu'on est presque moitié-moitié, participent à cet événement national depuis plusieurs années. D'autres nous rejoignent pour la première fois cette année. Donc, l'objectif est bien que nous soyons chaque année plus nombreux à témoigner de la réalité des situations d'illettrisme, de leurs impacts sur le quotidien des personnes concernées, pour inviter chacun à l'action. Où que nous soyons, nous détenons une partie des solutions. Donc, cette 11e édition sera l'occasion pour l'ANELCI de communiquer sur la nouvelle réalité de l'illettrisme et de l'électronisme en France, et aussi d'inviter l'ensemble des acteurs à contribuer à la construction d'une nouvelle stratégie commune de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Comme vous le savez, l'INSEE a publié les résultats de l'enquête formation tout au long de la vie en avril dernier. Cette enquête nous apprend notamment qu'1,4 million personnes sont en situation d'illettrisme en France aujourd'hui. L'Observatoire de l'agence est en train d'analyser l'ensemble des données collectées pour fournir des éléments plus précis sur le profil des personnes concernées, connaître leur âge, leur sexe, leur lieu d'habitation, leur situation par rapport à l'emploi notamment, afin d'outiller utilement les politiques publiques et l'action. Cette 11e édition permettra donc de donner à connaître ce nouveau visage de l'illettrisme et de l'électronisme. L'édition 2024 des JNAI constitue également pour l'ANELCI l'opportunité de poursuivre l'association du plus grand nombre, et notamment des acteurs de terrain et des personnes concernées, à la nouvelle définition de ces nouvelles priorités d'action 2025-2030. Une campagne nationale de contribution est ainsi lancée depuis le mois de mai,
dans l'objectif de recueillir le vécu et la perception des enjeux des acteurs de terrain pour venir compléter et enrichir les données statistiques qui ont été produites par l'INSEE et qui vont l'être par l'Observatoire, afin de dégager une vision commune des défis à relever. Des outils, en fait, vous seront proposés pour faciliter et encourager la participation à ce mouvement au cours de ce webinaire. Avant de laisser la parole aux personnes concernées, je tiens à vous présenter Angélique Gibert, qui vient de rejoindre l'agence. Alors, si Angélique veut faire un petit coucou. Voilà. Donc, Angélique, qui est en charge de la coordination de cette 11e édition. Donc, je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement Virginie Lamontagne, qui a assuré avec talent et enthousiasme cette mission depuis la création du mouvement. À saluer également le travail de Romain Petrov, étudiant en licence professionnelle télévisuelle que nous avons accueilli en stage et dont nous allons voir la première réalisation et qui permettra aux personnes concernées de s'exprimer. Enfin, je remercie Madame le maire de Vénizel, Stéphanie Labi-Delattre et Reine-Marie Noblecourt, présidente du Pied à l'étrier, du Pied, qui ont accepté de présenter une action qu'elles ont conduite dans le cadre de ce JNAI. Voilà. Merci et parole donc aux personnes concernées qui ont accepté de témoigner. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon, oui. Tout à fait. Moi, c'est la prise de parole en groupe, le manque de confiance en moi et le stress. C'est vraiment la confiance en moi, m'ouvrir avec tout le monde, avoir de la communication, ne pas peur de s'engager. Je ne sais pas lire, ni écrire, donc moi, ça me fatiguait. Parce que je ne savais pas, il faut prendre tel métro, il faut aller dans telle adresse, surtout dans les arrondissements. J'ai pas les mots professionnels pour m'exprimer ou pour expliquer une situation. C'était compliqué pour moi de prendre le métro. Au tout début, c'était difficile pour moi de savoir le bon arrêt ou descendre, par exemple. Il fallait que je continue la formation pour pouvoir apprendre et puis avoir l'autonomie aussi. Parce que je ne peux pas être tout le temps derrière la personne, comment on fait ci, comment ça. Donc j'aurais préféré apprendre et faire les choses tout seul. On a mis un nouveau logiciel, donc il faut comprendre le logiciel. Et à chaque fois, pour moi, c'était comme un handicap. Toujours demander à une de mes collègues. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça les embêtait en fait. Donc du coup, j'ai pris sur moi et j'ai dit non, il faut que j'ai quand même 57 ans et je veux quand même réussir de mes propres moyens d'apprendre. Et cette formation, elle m'aide énormément. Hein. Remplir un document personnel tel que les impôts ou autres, c'est assez compliqué, même si maintenant j'y arrive, mais ça reste compliqué. J'ai toujours besoin d'une tierce personne. En fait, c'est la formatrice de Lyon Sud. Elle m'a proposé cette formation. Elle lui a dit, oui, pourquoi pas, donc voilà. Oui, c'est ma propre initiative. Parce que vivre dans un pays comme la France, ou surtout à Paris, tu ne sais pas lire ni écrire, je ne sais pas si tu peux t'en sortir. Suite à l'échec de mon concours d'aide-soignante, la CAD elle a compris que j'avais besoin d'aide pour mieux mettre en œuvre mon projet professionnel. Elle m'a dit, Marie-André, il y a un projet qui va se mettre en place au sujet d'une formation. Est-ce que vous vous intéressez? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, Je viens de Mulhouse, une petite ville en Alsace. Il y avait un savoir pour réussir à Mulhouse, donc j'y allais déjà. On m'a dit qu'il y en avait un sur Paris, donc je suis tout de suite venue les voir et on a fait les tests pour que je puisse rentrer en formation. Alors cette formation, on a donc la formatrice, ça s'appelle Fanny Couvreux. Elle a dû appeler ma cadre pour proposer cette formation pour moi. Donc ma cadre m'a convoquée, m'a demandé si ça m'intéressait. Donc j'ai dit oui. Ça sert pour le travail parce que j'écris.
au travail, parce que voilà, quand j'ai pas tous les éléments du patient, et qu'il faut me donner la date de naissance, le nom du patient, le prénom, le produit de sanguin. Voilà, donc quand j'ai pas tous les éléments, j'appelle mes collègues et mes collègues me donnent tous les éléments. Je prends une note sur le papier et puis voilà quoi. Ça a changé énormément parce qu'aujourd'hui, moralement, franchement, je me sens confiante, je me sens forte et je sens que je suis, même autour de moi, même mes collègues me disent que voilà, ça se voit que cette formation m'a donné beaucoup de force, beaucoup de bagages pour avancer. Il y a des choses que je peux faire maintenant, par exemple aider des camarades de classe sur des documents ou aider des connaissances sur des documents, pouvoir aller ne serait-ce que sur amélie.fr. Avant c'était un peu compliqué, j'y arrivais mais c'était embêtant. Et là ça passe crème, on va dire. C'est une formation que je conseille à des gens comme moi. Il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour apprendre, on apprend toujours. Hein. Oui, c'est une formation vraiment enrichissante. Moi, j'ai les grands projets. Moi, mon projet, je veux que tous les gens dans ce monde doivent apprendre à lire et écrire. Si les associations pouvaient sortir pour aller encourager des jeunes dans les rues, pour les demander les niveaux d'études, s'ils savent lire ou pas. Parce que moi, il n'y a pas d'association qui est venue vers moi. C'est moi, je suis parti j'ai commencé à chercher une association pour savoir lire et écrire. Voilà, alors je pense qu'il n'y a pas de meilleure entrée en matière que la parole directement aux personnes concernées. Alors là, vous voyez en totale avant-première l'un des, je vois Madame Noblecourt qui applaudit, alors en totale avant-première l'un des montages qu'on prévoit pour les Journées nationales d'action 2024. Là, c'est la version longue, mais en fait, on a été un peu comment dire, enquêter auprès de nos homologues européens et on a vu que nos amis irlandais de la NALA, National Adult Literacy Agency, avaient proposé toute une série de spots très concrets qui montrent les personnes vraiment dans des situations alors, de remédiation avec des associations, de formation avec des organismes de formation, et qui leur donnent la parole pour qu'ils puissent vraiment témoigner des déclics, de ce que leur a apporté la formation, de ce que ça change au quotidien. Et on aura aussi une série de capsules, on y reviendra, qui débouchent ensuite sur le numéro vert, Illettrisme Info Service, qui seront des produits courts, vraiment révélés pendant les journées d'action. Alors, quand vous vous engagez dans le mouvement, vous recevez un peu une information en avant-première sur tous ces outils. Hein. C'est un peu l'objet justement du webinaire d'aujourd'hui et on y reviendra. Mais en tout cas, ils ont effectivement beaucoup de choses à nous dire. On entend l'un d'entre eux qui dit qu'il n'est pas facile de savoir où on se forme et qu'il a fallu qu'il aille quand même chercher lui-même l'information. Il y en a une autre qui nous explique à quel point maintenant ça passe crème, qu'elle a envie de partager aux autres, etc. Donc là, on a une multitude de points de vue, je pense, qui seront très, très importants puisque c'est bien l'objet justement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'est de réaffirmer que chacun a une part à prendre hein, pour prévenir, pour agir sur ces sujets et que l'action collective est indispensable pour partager une information claire, connaître les services, les ressources, les outils sur le sujet et pouvoir justement agir collectivement et mettre en valeur les dispositifs qui existent. Donc, si on, on passe sur le diaporama, si tu veux bien, Louane. En fait, donc, l'année dernière, on a connu la 10e édition du mouvement des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est un mouvement qui est né justement de l'année de grande cause nationale en 2013, qui a été portée par de nombreux acteurs de la société civile qui se sont justement au terme de cette année de grande cause dire qu'il était absolument indispensable de porter chaque année un coup de projecteur sur les situations d'illettrisme, sur la situation de celles et ceux qui, après avoir été scolarisés en France, ne disposent pas des compétences de base nécessaires, lecture, écriture, calcul numérique, pour être autonomes dans des situations de la vie quotidienne. Donc l'idée était vraiment de créer un mouvement de rassemblement d'action chaque année autour du 8 septembre, puisque le 8 septembre est la journée pour l'alphabétisation UNESCO, et l'idée était de dire
de donner à voir en fait les actions locales, les solutions qui existent dans les pays industrialisés hein, qui ne connaissent plus l'analphabétisme, qui qualifie la situation de ceux qui n'ont jamais été scolarisés, qui connaissent beaucoup la situation du français langue étrangère, bien sûr, et pour parler un petit peu de toutes les situations que peuvent rencontrer les personnes sur le plan linguistique, de l'autonomie, etc., et de parler plus strictement des situations d'illettrisme et des moyens d'en sortir. Donc en fait, 10 ans de journée, c'est vraiment, on poursuit toujours le même objectif, hein, bien clarifier les informations, nommer les choses, nommer le problème et donner la parole aux personnes concernées. Donc on est sur la planche suivante, donner la parole aux personnes concernées et puis valoriser les actions locales, informer sur les solutions de proximité. Et donc ça, c'est de toute façon ce que nous constatons à travers le mouvement, puisqu'il est porté par des opérateurs vraiment d'une très grande pluralité. On y retrouve des collectivités, des mairies, des agences France Travail, des missions locales, des associations, des cinémas, des organismes de formation. Voilà, toutes les initiatives sont possibles, puisqu'en effet, une journée nationale d'action contre l'illettrisme peut prendre de très multiples formes. On a fait un bilan qu'on tient à votre disposition l'année dernière, puisque beaucoup d'opérations portent aussi sur sont à dimension interne. Hein. Vous pouvez tout à fait, pour les journées d'action, proposer un temps en interne pour mettre les idées au clair, partager, prendre en main un outil existant, proposer une projection, demander l'exposition quiz sur les idées reçues que la NLCI propose, etc. Donc, on voit des formes multiples. À travers les journées d'action également, on tient à disposition de ceux qui s'engagent dans le mouvement des films ou des courts-métrages qui peuvent être diffusés. On avait Champion avec Kenji Girac il y a 2 ans. On avait le film Illettré de Jean-Pierre Améris qui date de 2018 mais qui est toujours très actuel. Donc en fait, lorsque vous entrez dans le mouvement, vous recevez également toute une palette d'outils et d'espaces de sensibilisation, de ressources de sensibilisation pour vous inscrire et vous approprier la dynamique. Donc ça commence souvent par des portes ouvertes et en fait, on se rend compte que les personnes qui s'engagent dans le mouvement s'y réengagent d'année en année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate aussi une montée en qualité des actions, des synergies sur les territoires autour de thématiques, de l'occasion parfois d'y incorporer des temps de formation, de prise en main d'outils, de donner la parole aux personnes concernées, de concevoir des propres supports aussi de témoignages. Donc, voilà, en tout cas, la montée en qualité du mouvement est très nette. Ça a fait partie de notre analyse pour la 10e édition. Donc, pour les 50% qui ne connaissent pas du tout les journées, il existe un site qui s'appelle illettrisme-journée au pluriel.fr. Vous verrez tout ça facilement. Et si vous imaginez du 8 au 15 septembre une opération, alors encore une fois, à dimension tout à fait multiple, hein, portes ouvertes, projections, escape game, discussion sur le sujet, débat, mise en avant d'un outil, etc. Vous vous rendez sur le site, vous avez un onglet en haut, organiser une opération, qui vous envoie un formulaire à renseigner euh, et qui vous permet un peu d'imaginer les contours de l'opération que vous pouvez proposer. Toutes ces informations sont ensuite lues par le chargé de mission régionale à NLCI de votre territoire qui va labelliser la journée si elle correspond, si elle participe à ce mouvement de visibilité ou engager éventuellement un échange avec vous pour vous demander des précisions pour que vous puissiez entrer dans le programme. À partir de là, dans la plupart des cas, vous entrez dans le programme, vous bénéficiez de cet espace de visibilité pour votre opération. Vous recevez également des ressources. Donc cette année, par exemple, vous recevrez en avant-première les films dont on vient de parler. Vous recevez des éléments sur le numéro Illettrisme Info Service, le numéro vert, des marque-pages, des affiches. Et vous pouvez aussi, selon les années, recevoir un kit de campagne, puisque nous saisissons souvent ces journées d'action pour faire vivre une grande campagne d'information. Donc, j'ai vu passer rapidement un pop-up de l'espace de conversation sur la question des exemples inspirants. Donc, en effet, ça, ce sont des choses que nous allons vous partager à nouveau avec le compte-rendu, avec l'envoi de ce webinaire. Nous avons à l'agence proposé ce qu'on appelle des fiches d'inspiration.
Et puis, alors voilà, dans le chat se place aussi le programme complet des années précédentes. Mais pour aller plus loin, on a également travaillé l'année dernière des fiches d'inspiration un peu par thématique, par secteur, acteurs de la lecture publique, acteurs de la formation, du monde de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour s'engager dans le mouvement? Donc ça, ce sont des supports qui existent et qu'on remettra un peu à l'honneur sur le site après ce webinaire. Donc voilà, ça c'est pour la mécanique de labellisation. Les collègues ensuite en région sont en lien direct avec vous pour valoriser aussi ce que vous avez fait, pour échanger sur vos opérations. Et effectivement, vous voyez sur la planche suivante qu'on mène depuis 10 ans des grandes campagnes d'information en mettant toujours au cœur les personnes concernées, hein. On ne parle pas d'images fabriquées, on a toujours de vraies personnes qui sont passées dans des parcours de formation, de remédiation, qui témoignent euh, et qui nous permettent chaque année de mettre en relief une dimension essentielle de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Alors, la singularité cette année, c'est qu'on va rester pour 2024 sur le mot d'ordre qui qui fait quand même partie de l'ADN total de notre combat commun, à savoir illettrisme, en parler pour avancer. On reste sur cette ligne, donc les affiches, en tout cas les visuels qui seront envoyés, le mot d'ordre sera le même, puisque comme on va le voir juste après, l'année 2024 est marquée par la publication de l'étude INSEE qui nous donne une nouvelle connaissance en fait des situations d'illettrisme et d'électronisme, et on y reviendra juste après, puisque ce partage d'informations sur les chiffres sera au cœur du mois de septembre, des révélations du mois de septembre et des JNAI 2024. Donc, vous le voyez, hein, un mouvement, alors bien sûr avec un effet Covid, confinement en 2020, mais qui ne cesse de grossir, de monter en plus en qualité. Ça, c'est ce qu'on a pu constater. Et donc, on a enregistré, vous l'avez bien deviné, 1234 opérations l'année dernière en France, métropole et outre-mer, hein. C'est un mouvement qui est extrêmement actif et très riche sur les territoires ultramarins. On le verra tout à l'heure d'ailleurs avec l'exemple guyanais. Donc là, vous avez un peu dans le droit fil des inspirations dont on parlait tout à l'heure, quelques photos qui illustrent les voies possibles, hein. C'est-à-dire que la NLCI est un groupement d'intérêt public qui fédère les grands opérateurs publics, ministères, quelques grands acteurs privés dans son assemblée générale, mais qui travaille aussi de très près avec les acteurs de la société civile à travers son comité consultatif. Donc chacun va s'emparer un peu du mouvement pour pouvoir saisir un moment en septembre pour parler d'accès aux compétences de base, pour mettre en relief justement les dispositifs existants, et on voit par exemple en bas une exposition quiz sur l'illettrisme et les idées reçues en médiathèque. On embrasse un peu tous les thèmes qui peuvent être abordés à travers ces journées. On voit en haut, et on y revient tout à l'heure, l'ancienne ministre en charge de la formation professionnelle qui a saisi l'occasion pour se rendre en Guyane au contact des apprenants. Et on voit aussi sur les pages suivantes, évidemment, les journées d'action. C'est bien le sens premier de ce mouvement. Ça génère un très fort pic d'appel sur le numéro illettrisme infoservice. C'est vraiment le moment choisi pour les personnes ou leurs proches pour appeler le numéro vert. Tomber sur un centre de ressources illettrisme, sur les équipes de l'agence en direct selon les régions, pour pouvoir échanger, connaître les dispositifs locaux, savoir ce qu'ils peuvent faire dans leur situation. Et puis, alors, on me dit que le PowerPoint est flou, mais alors là, je ne vois pas très bien ce qu'on peut y faire. Ça doit être une question de notre connexion, malheureusement. Ah voilà, c'est bon. Donc, c'est devenu aussi ce qu'on appelle un peu un marronnier, puisque c'est le moment de concentration pour les médias, de prise de parole et de focale, de zoom sur ce phénomène dans les médias. Cette année, on va travailler aussi de près avec le groupe SIPA Ouest France, qui va proposer aussi un webinaire aux lecteurs pendant les journées d'action, qui va couvrir de façon particulière ce mouvement. Mais spontanément, les radios locales, la presse, de très nombreux JT télévisuels s'emparent du sujet, donnent à voir différentes facettes de l'action sur les territoires et de fait génèrent des pics d'appel sur le numéro illettrisme infoservice.
On sait, alors a priori, un grand reportage TF1 se prépare pour septembre, mais dès qu'on en saura plus, on vous partagera des informations. Donc alors, maintenant, pour revenir, Virginie, ton micro s'est coupé. j'ai perdu le son, mais je l'ai retrouvé, voilà. Merci Ophélie. La campagne reste la même. On parlait pour avancer, c'est un slogan inamovible. En fait, c'est vraiment en quelque sorte un mot d'ordre de toujours pour le mouvement, hein. C'est en partageant la parole, etc., qu'on peut vraiment faire savoir à d'autres que des solutions existent, partager son expérience. Et donc, pour les GNI 2024, nous allons vous proposer, vous allez voir, parmi vraiment les grands outils au cœur des journées, un, un semainier spécial du 8 au 15 septembre. Chaque jour, un thème sur le sujet. Donc, je vais proposer d'abord à Élise Berner, qui est en charge de l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme à l'ANLCI, de nous proposer un petit topo sur l'enquête qui a été rendue publique en avril dernier. Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est de vous donner les grands messages de cette INSEE première, sachant qu'en septembre va sortir une publication de l'Observatoire qui va reprendre donc les chiffres dont on a besoin pour lutter contre l'illettrisme, mais vraiment sur le champ qui nous intéresse. Donc là, la publication de l'INSEE, elle traite deux pans, vous verrez sur les deux diapos qui arrivent, à la fois des difficultés, donc à l'écrit et en numératie. Les difficultés, ça peut être des difficultés modérées ou fortes. Et puis, donc, si on est côté difficultés fortes à l'écrit, eh ben, on est en situation d'illettrisme. Donc là, il faut revenir au diapo précédent. On est en situation d'illettrisme si on a débuté sa scolarité en France. Donc, ça représente 1,4 million de personnes, 4% des personnes âgées de 18 à 64 ans. Donc, c'est une tendance à la baisse. Le chiffre, il était de 7% par le passé, il est de 4%. Il s'explique en partie par un effet générationnel pour 1 point sur les 3. Donc, comme je vous disais, en fait, la publication, elle montre à la fois des difficultés. Et donc, si on regarde l'ensemble des difficultés de la population totale, donc là, on filtre plus par difficulté forte ou par type de scolarité, on arrive à 10% de la population qui a des difficultés en littératie, donc au moins dans une des trois compétences de base, donc à savoir la production d'écrits, l'identification de mots ou la compréhension de textes. Donc ça représente 4 millions de personnes. Côté difficulté en calcul, si on est sur l'ensemble de la population, on a 12% de la population qui a des difficultés en calcul. Et puis parmi ceux-là, ceux qui ont débuté leur scolarité en France, on en a 9% qui sont en situation d'innumérisme. Donc ça, c'est les messages essentiels par rapport aux compétences de base. Après, la publication, elle permet également de regarder les personnes qui ont des difficultés donc à l'écrit ou en calcul, comment elles se situent par rapport à leur utilisation d'Internet. Et ce qu'on voit, donc, c'est que les personnes qui ont des difficultés utilisent moins souvent Internet. Donc, il y en a 17% qui n'ont pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois, contre 3% de la population générale. De la même manière, si on regarde les démarches administratives, elles font moins des démarches administratives seules. Il y en a 61% contre 85% de la population générale. Et de la même manière, si on leur demande comment elles jugent Internet en fait dans leur quotidien, est-ce que ça leur facilite, ça leur complique ou ça ne change pas leur quotidien, 25% des personnes en difficulté à l'écrit ou en calcul indiquent qu'elles ont des difficultés, donc une personne sur 4, contre 10% pour la population totale. Ce que ça nous dit, enfin, sur cette publication, c'est qu'il y a des difficultés, des disparités qui se cumulent, qui sont différentes. Donc, il faut aussi aller regarder de près un peu tout ça. Donc, sur les difficultés qui se cumulent, il y a 62% des personnes qui ont une faible maîtrise de l'écrit qui ont également des difficultés en calcul. Et on l'a vu juste avant également dans l'usage du numérique. Il y a 35%, après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet de diplôme. Donc, il y a 35% des peu ou pas diplômés donc qui ont des difficultés soit à l'écrit et ou en calcul.
Et puis, sur les territoires, on voit qu'il y a des disparités. Les habitants en QPV sont 3 fois plus en difficulté à l'écrit que la population générale. C'est également le cas pour les personnes en... Donc, pour l'illettrisme, parmi les habitants du QPV, il y a 3 fois plus de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et puis, il y a 25% des habitants des DOM qui sont en difficulté face à l'écrit. Et également, si on regarde l'illettrisme, il y a 3 fois plus de personnes qui sont en situation d'illettrisme dans les territoires d'outre-mer. QPV est en quartier politique de la ville, puisqu'on a une question dans le chat. Oui, désolée, c'est vrai qu'on parle tout le temps en sigle. Donc voilà, j'ai terminé pour les chiffres. Après, tu reprends la main pour le semainier ou j'en parle? Je te laisse en Ok. parler. Hein, Donc je t'en prie, je compléterai. l'idée du semainier, c'est de vous présenter, enfin de proposer chaque jour un focus sur un thème avec un indicateur ou quelques indicateurs, mais très peu, un, deux, trois. Et donc les indicateurs qui ont été retenus sont, enfin les thèmes. Le premier jour, donc c'est quel âge ont ces personnes, quelle est la part d'hommes et de femmes. Ensuite, donc la deuxième journée, c'est vraiment un zoom sur les personnes en activité professionnelle. La troisième, c'est sur les demandeurs d'emploi. Ensuite, le mercredi, donc 11, l'idée, c'est de travailler sur combien rencontrent des difficultés dans les démarches administratives dématérialisées, en lien aussi avec l'usage du numérique. Le jeudi, ce serait plus une focus territoire avec où vivent ces personnes. Est-ce que c'est dans les territoires ruraux? Est-ce que c'est plutôt dans les grandes métropoles? Vendredi 13 septembre, donc l'idée c'est de travailler autour du cumul de difficultés, donc du type de famille euh, notamment. Ensuite, le samedi 14 septembre, l'idée c'est de voir s'il y a une reproduction. Donc là, c'est plutôt lié au niveau de diplôme et au niveau de diplôme des parents. Et puis le dimanche 15 septembre, donc il y aura un focus sur les outils et les services de la NLCI. Voilà, alors pour être très clair, là aujourd'hui on révèle un peu les thèmes de chacune des journées. Et le 6 septembre, mais si vous vous inscrivez dans les journées, vous serez un peu informé vraiment de façon actualisée au fil de l'été. On va révéler ces chiffres, les chiffres correspondant à chacune des journées du semainier. Et l'idée, puisque c'est ce qu'on a toujours constaté à travers le mouvement des JNAI, c'est que ça nous permet de créer des effets convergents de communication thématique euh, selon les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'on va inviter tous les acteurs, OPCO, entreprises engagées sur le sujet, etc., à communiquer, par exemple, les 9 et 10 septembre sur la question de l'illettrisme et l'électronisme dans le monde du travail. Ça permet, nous-mêmes, on va vraiment dispenser chaque jour et on va mettre à disposition de chacun les éléments du semainier. C'est-à-dire que très concrètement, quand on reçoit le semainier, on obtient des visuels, des informations, des messages clés à partager. Et plus on les partage, plus évidemment on fait du rebond sur les réseaux pour diffuser les chiffres, les moyens d'agir. Par exemple, la NLCI propose un outil qui s'appelle Les Incontournables pour accompagner les salariés en difficulté, en situation d'illettrisme dans le monde du travail, enfin les salariés. Et donc ça, toute la journée, si vous voulez, on va concentrer de l'information et des focus sur des ressources, des alertes, etc., sur les sujets. Et nos partenaires font de même. On les invite à faire de même et à converger sur ces thématiques, sur les jours vraiment dédiés à chacun des thèmes. Voilà. Donc ça, vous recevrez après les informations là-dessus. Je vois qu'il y a des questions sur Alors, est-ce qu'on prend une question sur les chiffres? J'ai pas vraiment vu passer. Ophélie, est-ce qu'il y a quelque chose ou Bah est-ce alors que on parce peut, qu'on comme ça aura je un vais temps de arrêter questions d'écrire. à la fin? Je vais arrêter d'écrire que sur les questions qui relèvent de la ruralité, D'accord. comme vient de l'expliquer Virginie hein, et Élise, hein, l'Observatoire voilà, travaille à parler les données que nous avons pu collecter, enfin que l'INSEE a pu collecter. Et la ruralité fait partie, bah, voilà, le 12 septembre, vous aurez une réponse très précise sur cette question, si on en croit ce semainier. Et par ailleurs, il y a une question, Élise, peut-être je te laisserai la main là sur, si je comprends bien, la comparabilité entre les 7%, l'enquête qui avait révélé 7% et celle qui en révèle 4%. Est-ce que les deux enquêtes ont été constituées de la même manière, notamment en termes d'échantillonnage? Voici la question précisément.
Ok, donc les deux enquêtes, l'enquête qui donnait les 7% s'appelle IVQ, Information Vie Quotidienne, elle date de 2011, elle date de 2011-2012, elle a été faite à cheval sur les 2 années. Donc enquête FLV, donc c'est formation tout au long de la vie, elle date de 2022-23. Pour répondre brièvement, après, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me renvoyer une question plus détaillée auquel l'Observatoire répondra. C'est le même, donc le questionnaire est différent, mais le type d'échantillonnage, c'est un échantillonnage représentatif d'un côté sur IVQ sur la France métropolitaine et sur FLV, on est sur la France entière. Donc là, les DOM, tous les territoires outre-marins ont été échantillonnés spécifiquement pour être représentatifs et pour rentrer aussi dans les résultats. Donc l'échantillonnage, globalement, on va dire que c'est le même. Par contre, bon, le même avec des pas sur le même territoire. Côté enquête, donc on mesure bien, on est bien sur de l'évaluation des compétences des adultes avec des questionnaires qui sont proches, mais qui sont en même temps différents, puisque dans FLV, il y a 2 questionnaires qui sont accolés, un d'une enquête européenne sur la formation tout au long de la vie et un sur les compétences de base qui anciennement étaient dans IVQ. Donc voilà, ma réponse est déjà un peu complexe, mais j'accepte sans problème de répondre plus en détail, mais par écrit ou par échange s'il y a besoin. Tout à fait. Donc, comme l'indiquait Élise, on travaille également sur une infographie qui sera rendue disponible en septembre et qui, autour de ces grandes thématiques, viendront porter un éclairage pédagogique. De quelle part de la population parle-t-on, comment on a procédé, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, parce qu'on ne peut pas tout dire à partir de cette enquête. On sait aussi qu'il y a une partie de la population qui n'a pas été couverte de fait par l'enquête, hein, puisqu'on est sur la question des ménages. Là, donc, on ne mesure pas, et ça, l'Observatoire, on est très conscient et va engager aussi son travail les années qui arrivent sur ces sujets. On ne mesure pas cette situation parmi les milieux foyers, isolement, gens du voyage, détenus, etc. Donc, ça va faire partie des chantiers qui seront investis à côté, mais en tout cas, on aura déjà une première infographie clarifiante, pédagogique. Alors, il y a une question sur les territoires ultramarins. Donc, tu viens d'y revenir, Élise, mais tu es en cours de planification avec les INSEE régionaux, justement, des chiffres sur ces territoires. C'est ça, les INSEE régionaux sont en train de travailler sur des publications et qui devraient sortir normalement courant de l'automne. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas un calendrier encore précis qui est établi. Je vous invite vraiment à suivre les supports d'information de la NLCI et à vous rapprocher des équipes locales aussi pour en savoir plus. Mais en tout cas, tout ça est bien sur les rails. Alors, en fin de séminaire, on reviendra un petit peu sur les dates clés, sur les outils de séminaire, de webinaire, sur les dates clés, les outils 2024, la synthèse. Mais avant ça, tout comme pour les personnes concernées, le mieux est de donner la parole aux personnes qui ont porté des journées d'action contre l'illettrisme, notamment l'année dernière. Donc, nous sommes on va vous proposer deux témoignages assez différents. L'un, donc, du coup, dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne, si je ne m'abuse, et l'autre en Guyane. Et on accueille donc Madame le maire de Vénizel, Stéphanie Lebé de Lattre et Reine-Marie Noblecourt, qui est la présidente de l'association Le Pied à l'étrier. Alors, pour qu'on puisse ensuite bien les voir, je vous propose simplement une petite focale sur les photos. Non, pardon, Louane, justement, on va d'abord passer en revue les quelques photos pour s'immerger dans leur journée. En fait, c'était vraiment une commune s'engage face à l'illettrisme et l'électronisme. Donc après, ils vont nous raconter un peu cette histoire d'une association, le Pied à l'étrier, qui avait des habitudes de travail avec tout un écosystème pour sensibiliser, former, amener le numérique en zone rurale auprès de personnes qui ont des difficultés, justement. Et tout ça a convergé avec la volonté de Madame la maire de Vénizel et qui voulait voilà, vraiment investir ce sujet pour bien montrer que chacun peut avoir une part à prendre. Et donc là, on voit très concrètement des points d'info numériques dans la commune. On se rend compte que voilà, toutes les générations sont présentes, que le sujet est un peu voilà, comme ça marqué sur les supports de communication, qui fait l'objet de réunions également. Sur la planche suivante avec voilà, qu'une mobilisation a été à l'œuvre à ce moment-là avec des supports pour travailler à l'interconnaissance, je pense, entre les acteurs du territoire et puis
s'engager sur ces questions. Donc, on voit un peu justement la dynamique de communication, on en parlait tout à l'heure, que le pied à l'étrier a proposé à ce moment-là, mais on va peut-être donner tout de suite la parole à Madame euh, Stéphanie Lebé-Delattre pour qu'elle nous explique un peu comment est venue cette idée de s'engager dans les journées d'action. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Virginie. Merci de nous donner la parole. Effectivement, d'où est venue l'idée de s'inscrire dans ces journées nationales? C'est tout simple, hein. Lorsqu'on est maire d'une petite commune de 1360 habitants, on a les mains dans le cambouis en permanence, comme on peut le dire dans le sens noble. Et donc, on rencontre les difficultés au quotidien de nos concitoyens, c'est-à-dire lorsqu'on les voit en permanence, en rendez-vous ou dans la rue, tout simplement, ils n'arrivent pas à décrire, ils n'arrivent pas à remplir leurs documents, ils ne comprennent pas leurs factures. Et donc, c'est régulièrement qu'on est obligé de les aider par rapport à cela, par rapport à le fait de monter des dossiers de surendettement. Donc, de fait, ce qui est venu, et ce qu'il est venu de faire, c'est de dire, voilà, il faut qu'on les aide autrement. Bon, il y a eu une fracture en 2020, Covid où les écoles étaient fermées. Et là, désormais, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que les personnes qui avaient notamment un ordinateur et de quoi imprimer, ils pouvaient suivre les cours. Et les autres familles qui étaient à côté, qui n'avaient pas ou qui ne comprenaient pas, il fallait qu'on offre la possibilité aussi à ces élèves et à nos enfants de pouvoir suivre les cours. Donc, on a nous-mêmes apporté les cours écrits, photocopiés aux élèves en 2020. Et on a dit, il faut qu'on s'inscrive dans les actions à la suite parce que ça ne va pas. D'où ensuite la rencontre avec Reine-Marie Noblecourt, que je remercie encore, par rapport à cela, la présidente du Pied à l'étrier, où on a pu ensuite installer 2 points d'accueil dans notre agence postale communale, parce que désormais on a une agence postale communale parce que la Poste avait décidé de fermer, comme dans nombre de petites communes, n'est-ce pas? Et donc, de fait, on a conservé notre service public dans l'agence postale communale et on a pu installer nos 2 points d'accueil à l'intérieur. Donc, régulièrement, 2 fois par mois, il y a des formations et il y a des points d'accueil tout simples pour que les personnes puissent accéder au numérique, mais aussi être formées grâce aux formateurs de Reine-Marie, notamment. Mais aussi, il y a eu, notamment lors de l'année dernière, de la journée d'action, la possibilité d'expliquer aux élèves, mais aussi aux parents, l'ENT, qui est important parce que on passe désormais par le numérique énormément que l'on développe. Donc, on a fait ces actions-là parce que c'était très important pour nous. En parallèle, on a fait aussi une action pour un employé chez nous. Alors, je vais le mettre au passé et j'avais la petite larme par rapport à ça. C'était un employé on avait détecté son illettrisme. Et donc, Reine-Marie, avec ses moniteurs, ont détecté, ont commencé à faire des formations avec lui pour le sortir. Mais malheureusement, il a eu un accident mortel sur notre nationale. Et voilà, la formation s'en est arrêtée jusque-là. Et ça, c'est regrettable. Mais voilà, le quotidien d'un maire, comme tout autre élu aussi, mais dans les associations aussi, il est vrai, il est important de détecter tous les problèmes d'illettrisme et d'électronisme derrière qui se développent énormément par rapport à ce que l'on peut voir désormais. On communique beaucoup aussi par écrit parce que c'est bien les ordinateurs, mais c'est pas acquis pour tout le monde parce qu'on a les réseaux sociaux d'un côté, effectivement, mais malgré tout, on conserve tous des communications. On a un Venise à l'info, on a les réseaux, on a un Venise à l'annuel, on a des panneaux d'affichage beaucoup dans le village pour communiquer et simplement aussi que ça soit vraiment des outils très libres pour tout le monde et très faciles pour tout le monde. On a quelqu'un dans la commune aussi qui ne veut pas, parce que voilà, il est en difficulté, qui ne veut pas apprendre à lire ni à écrire, mais malgré toutes les manifestations, il sait, il arrive à se renseigner, il est toujours présent. Donc, on arrive à faire passer ce magnifique message par rapport à ça. Et donc, lors des réunions, notamment patriotiques, il est là. Donc, ça, on se dit, voilà, on en a gagné au moins un, c'est important. Et le message qu'il faut faire passer, c'est passer par les enfants, passer par les élèves. Parce qu'on a un conseil communal des jeunes assez dynamique et chaque année qui se renouvelle et on fait passer des messages parce que c'est en passant par les enfants qu'on peut arriver à récupérer les parents car malheureusement des fois c'est un peu compliqué et leur faire comprendre effectivement que ce n'est pas grave s'ils ne comprennent pas tout, ils peuvent venir par nous parce que nous on est là pour les aider, on a les outils, on a la formation qu'on peut mettre en place grâce notamment au pied à l'étrier et ensuite ce que l'on veut faire pour compléter par rapport à ça, on a mis un dispositif, un service civique
civique senior, c'est-à-dire que c'est des jeunes de 18 à 25 ans, on en a 2 chez nous, qui vont chez nos seniors, qui vont prendre un café, ils vont prendre un gâteau, alors pas trop parce qu'au bout d'un moment, mais ils vont continuer à les rencontrer pour discuter avec eux, pour les sortir de l'isolement, pour voir les problèmes qu'ils ont, pour les aider dans les documents. S'ils ne savent pas les remplir eux-mêmes, ils viennent avec nous et on les aide, nous, en mairie, par rapport à ça. Ils disposent d'une tablette, les services civiques, pour faire des visios avec ces seniors. Comme ça, les seniors peuvent contacter aussi leurs proches qui sont malheureusement en général très loin de chez eux. Et donc, il y a toujours ce contact aussi qui est là. Ça, c'est très important aussi pour nous dans les communes très rurales, ce lien avec les proches. Et donc, les services civiques seniors sont très, très importants aussi désormais par rapport à ça. Il y a un dernier point pour ma part, le développement à venir, c'est notamment, nous avons repris le bar de la commune et on souhaite mettre en place une maison France Service pour justement accueillir les services nationaux au cœur même de notre village pour que les personnes qui n'ont pas les possibilités de se déplacer ou qui n'osent pas se déplacer, qu'on soit là pour les accueillir et les aider lorsque la CAF, lorsque l'agence postale peut être là ou autre. Tous les services nationaux peuvent être présents et répondre à leurs besoins. S'il y a besoin, peut-être Reine-Marie peut peut-être compléter mes propos par rapport à toutes les actions que l'on a faites aussi. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage qui est vraiment très riche et très concret, qui embrasse bien des réalités du sujet. Donc voilà, effectivement, Reine-Marie, Oui, bonjour à tous. Merci à la NCLI de nous donner, de nous permettre de nous exprimer, de nous mettre en lumière. Et surtout, merci à Stéphanie Lebé-Delattre et la commune et les élus de la commune de Veniselle et ses bénévoles. Et en effet, c'est un vrai plaisir. C'est une collaboration qui est très riche et en fait, c'est un vrai bonheur de monter des projets avec je dirais, des personnes qui sont toujours très motivées. C'est de l'échange-partage et ça, c'est très important. Alors moi, j'ajouterais également puisque Venizal est au bord de l'Aisne. Et en fait, il y a également des activités qui se font, puisque chaque année, la commune invite une péniche qui est une péniche théâtre, animation, et se font également des animations et on a eu le plaisir de participer, puisque destiné aux écoles, ce qui permet d'avoir vraiment toujours de continuer, c'est en parler pour avancer. Et en effet, je suis complètement d'accord, c'est par les enfants que l'on va, en fait, on peut passer des messages. Alors, ce que je pourrais préciser, on est très attachés, nous, à la ruralité, et en particulier de proposer des points d'accueil dans les communes. Alors, on en trouve dans les mairies, dans les agences postales. Nous en avons également dans des petites écoles de petites communes. C'est également dans des commerces et des associations. Et en fait, je dirais, c'est tous ensemble. C'est ce maillage qui me paraît important. Et dans l'Aisne, qui est un département, en effet, où souvent on a les meilleurs scores, mais si on inverse le tableau, il y a quand même énormément d'énergie, de bonne volonté et de soutien à pouvoir réaliser des actions. Alors, je peux donner un peu de précision sur, en général, nous aimons faire du ludique, du pratique et j'aime à m'exprimer beaucoup avec peu. Nous sommes une petite structure avec 3 salariés, 10 bénévoles engagés et également des partenaires. Partenaires, prestataires que l'on va mobiliser selon les actions réalisées. Alors, en particulier, c'était notre première année l'année dernière des JNAI et là, je vous féliciterai, je vous remercierai pour tous les beaux outils. Et il est vrai qu'auparavant, on n'osait pas y aller. Et pourtant, moi, dans mes années professionnelles, j'avais fait partie d'un groupe de travail qui s'appelait la COPIR, où j'étais très sensibilisée justement à cette problématique que l'on avait des personnes dans les entreprises qui avaient des difficultés à comprendre. Et on voyait le numérique qui arrivait et des personnes qui n'arrivaient plus à tenir leur poste de travail par difficulté de comprendre les instructions. Et donc, l'idée, c'est de faire ludique, pratique, et ça peut s'exprimer alors des ateliers de lecture et d'écriture, des séances de sensibilisation, bien sûr, partenariat avec les associations, parce que
ensemble, eh bien, Mm. on est plus fort. Des événements culturels, on a mis en place des jeux de conversation et ça fonctionne très très bien, en particulier dans les résidences seniors, Mm. où on a aussi découvert que nombre ne participent pas à des activités parce qu'ils ont des difficultés justement par rapport à l'écriture, la lecture. Les ateliers numériques, puisque c'est un peu le cœur Mm. de nos activités, notre Et objet vous étant avez... étant en effet de faire du numérique un lien social et intergénérationnel. Et puis, en tout état de cause, bien sûr, un soutien personnalisé et nous nous attachons au public que l'on pourrait qualifier les plus fragiles, de leur apporter une aide, parce qu'en général, ces publics-là nous apprennent beaucoup. Ah, c'est sûr. On l'a vu Et oui, dans les mots de l'introduction. Et puis, vous travaillez ouais, avec le Centre ressources illettrisme, électronisme de l'Aisne également sur ces... tout Sur est ce... fait, Voilà, tout très est bien. fait. Alors, écoutez, je vous remercie vraiment pour. On aura un petit temps de questions et je vois qu'il y en a dans la conversation, donc on pourra. Mais nous accueillons, là, je vois Hervé Fernandez, le directeur de la NLCI. Alors, vous parliez tout à l'heure, Madame le maire, des questions de surendettement, d'accompagnement. Alors, il sort tout juste, justement, où il y a peut-être même encore de la Banque de France et du service de la direction de Et je l'éducation suis encore à la financière. Banque de France. Vous êtes encore, Pour voilà, info. tu es encore. Et donc, c'est un opérateur qui est très engagé. On ne le sait pas forcément pendant les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, puisqu'ils viennent vraiment au plus près des territoires avec les centres ressources à travers des ateliers, justement, d'outils d'éducation financière et voilà, de contact avec les personnes. Mais en tout cas, votre témoignage était très riche et vraiment en plein dans le mille sur nos préoccupations. Alors, euh, je vais passer la parole à Olivier Marnette pour la Guyane et après on fera un petit, alors on va faire très, très court pour pouvoir synthétiser un peu après les, les outils 2024 et pouvoir aborder très brièvement également, j'y fais simplement référence là, la campagne de recueil de contributions qui est à l'œuvre en ce moment, puisque je vois que plusieurs d'entre vous réagissez dans le fil de conversation. Je fais partie d'une assurance maladie, je pense que je peux m'engager sur ces questions, être utile, etc. Vous avez parfaitement raison. Alors, les journées d'action sont l'occasion, la fenêtre idéale pour ça, mais en ce moment, en plus, on a choisi de recueillir un peu vraiment les ressentis, les priorités du terrain, les leviers, les effets d'alerte, etc. Et on a lancé une grande campagne de recueil de contributions qu'on va vous mettre dans la conversation également, et à partir de laquelle vous pouvez justement nous apporter vos apports que l'on va tous traiter, analyser. On vous expliquera tout ça en septembre. Et du coup, une autre façon de s'emparer des journées d'action sur un territoire ultramarin en Guyane, hein, où on est parti voilà, de peu d'opérations à une magnifique édition 2023. Je te laisse la parole, Olivier. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup, chers collègues. Et merci à tous les partenaires qui sont connectés. Euh, L'idée, c'était d'inspirer des pratiques qui ont pu prendre racine en Guyane l'année dernière dans un contexte spécifique. Alors, je suis le coordinateur local pour la région. Et donc, dans le rôle qui m'est confié, le but est d'agréger les forces en présence et de mettre en lumière le travail des professionnels et la parole des personnes qui bénéficient de ce travail. Mais dans cette logique de coalition pour agir ensemble, l'année 23 était un contexte extrêmement favorable à cela. En Guyane, en fait, 1500 personnes par la commande publique ont été prises en charge par 9 opérateurs de formation dans des parcours qu'on a appelés le plan de lutte contre l'illettrisme et qui se poursuivent cette année avec 800 entrées en formation. Dans ce contexte, on avait les opérateurs tout prêts à montrer avec les publics qu'ils prenaient en charge la façon dont les choses se déroulaient à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane. Ça nous a donné lieu à des stands d'une trentaine et surtout à la venue des personnes concernées pour échanger dans un cadre où 300 personnes rassemblées étaient sur une parité d'estime du point de vue sur la question. Et les paroles se sont entièrement libérées, comme vous pouvez le deviner, dans cette collectivité territoriale qui se trouve à Cayenne, qui est une collectivité unique, qui chapeaute au niveau régional un territoire grand comme le Portugal, où seulement 22 maires, 22 communes sont regroupées en 4 PCI. Il faut rapprocher les sujets, rapprocher les opérateurs et rapprocher les personnes des centres urbains, disons. Car, par exemple, certaines de ces communes ne sont accessibles qu'à 2 jours de pirogue sans accès routier. Donc la ruralité, on connaît. Et une ruralité amazonienne.
Dans ce sens, vous voyez sur la première photo les visages de personnes ravies qui sont venues après 3 heures de route pour participer le matin à 4 heures d'échange avec, depuis Saint-Georges-de-l'Oyapock, la frontière brésilienne. Et ils étaient vraiment extrêmement heureux de, j'ai envie de dire, donner un visage à leur situation, à leurs difficultés, mais aussi à la solution qu'ils trouvaient auprès des opérateurs de formation, mais aussi de la société civile, des acteurs associatifs de proximité dans ces communes rurales qui font le lien, le bras armé de la puissance publique pour aller faire valoir leur accès aux droits et à l'information. Donc, vous avez une image du président de collectivité dans un échange, j'ai envie de dire, privilégié avec les personnes du Centre ressources illettrisme et une personne concernée, dans une simplicité de l'échange qui vraiment visait à libérer la parole et relier tous les étages de la fusée, parce que vous savez, nous sommes la région qui accueille la base spatiale européenne à Kourou. Les personnes étaient venues à la fois de Saint-Laurent-du-Maroni, une ville de 40 000 habitants à 3 heures de route, et de Saint-Georges-de-l'Oyapock, la dernière préfecture installée en France il y a seulement 6 mois, une sous-préfecture d'arrondissement. Je ne m'appesantirai pas beaucoup plus, mais ce qui compte, c'est la force qu'on a su donner à l'élan collectif, des structures de l'IAE, des petites associations, des organismes de formation, des commanditaires publics, collectivités. Et je n'aurai qu'un exemple pour la mairie de Macouria, en écho au témoignage de Madame le maire. Les mairies sont essentielles parce qu'elles sont en prise directe avec leurs administrés et les réalités de leur quartier lorsqu'elles sont villes ou ruralité lorsqu'elles sont rurales. Euh, à la mi-parcours de cette semaine, en fait, du 8 au 15 septembre, on commençait par cet événement phare à la ville capitale de Cayenne pour avoir l'écho et le rebond de nombreuses structures, comme par exemple à l'occasion de cette visite ministérielle de Madame Carole Grandjean, qui a souhaité rencontrer des stagiaires lors d'une séquence avec Monsieur le Préfet, des stagiaires de cette formation proposée à des personnes en situation d'illettrisme. Et simultanément, vous en avez quelques images, le monde de l'entreprise avec les structures paritaires, le MEDEF, partenaire de la NLCI, mais tout autant les organisations syndicales, les chambres consulaires, ont su se fédérer pour signer une clause sociale dans de l'achat responsable qui implique la prise en charge, lorsqu'on répond à la commande publique dans le BTP, eh bien, des personnes salariées de cette filière, de ce secteur, de cette branche, qui seraient en situation d'illettrisme avec des outils, un accompagnement proposé par l'agence avec l'outil Evagile intégré à la boîte à outils, les incontournables. Je ne vais pas m'apesantir plus, mais en tout cas, notez la simplicité de l'échange qui a pu être fait entre, j'ai envie de dire, la proximité entre une ministre en responsabilité de la France pour ce qu'elle propose comme droit à la formation tout au long de la vie et des personnes concernées. Et enfin, il fallait clôturer cette semaine, et c'est notre rôle que de coordonner, donner cohérence, j'ai envie de dire visibilité à des actions de taille, j'ai envie de dire vraiment extrêmement variées. Et là, c'était à la Chambre de commerce et d'industrie, à nouveau à Cayenne, que se regroupaient en fin de semaine, à l'impulsion des chambres consulaires et des organisations paritaires, des OPCO, les opérateurs de compétences, qui sont aussi nos partenaires resserrés sur le sujet de la lutte pour les compétences clés. Et je finirai avec cet enjeu qui était partagé. Vous avez devant vous des images d'une entreprise petite dans le secteur du jardin, d'un OPCO au Capiat, et aussi du président de la filière pêche, qui, à l'échelle de la filière des marins-pêcheurs et de transformation des produits de la mer, très importante en Guyane, signifiait du besoin de coalition autour de ces salariés dans des secteurs où vraiment l'illettrisme est sous-jacent à de nombreuses problématiques de montée en compétences et de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Donc voilà ce qui a su nous motiver l'année 23. Bon, pour vous donner une image de ce qui se passera l'année 22, on a l'honneur d'accueillir un colloque ultramarin sur 2 jours qui va regrouper L'année 24. L'année 24, excusez-moi, Non, on ne va pas rétro-pédaler, Olivier, oui. Et donc, voilà, je vais peut-être repasser la main. C'était dans l'idée d'inspirer peut-être ces choses qui nous ont, nous, fédérés sur le territoire guyanais, mais qui ont donné écho jusqu'à échelle européenne. Nous avons pu être mis en visibilité dans l'année européenne des compétences, dans la journée mondiale de l'alphabétisation, ce qui, toujours pour la Guyane, lui permet de faire valoir ses forces, son potentiel de développement et le dynamisme d'une jeunesse qui compte la moitié de la population. Voilà, je vous remercie, en espérant ne pas avoir été trop long. Non, non, c'était vraiment très clair, synthétique. En plus, je sais qu'il y a une belle représentation ultramarine, et y compris guyanaise, à ce webinaire. Donc, vraiment,
Un grand merci. C'est très éclairant, je trouve, sur les deux exemples, de montrer un peu tout ce qu'on peut générer à travers ce mouvement. Alors, avant de prendre quelques questions et de donner tout de suite aussi la parole à Hervé Fernandez, un très court rappel en fait, hein, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'était très dense, donc on vous proposera après des supports d'information avec des liens très clairs sur les outils, les ressources au cœur des JNI 2024. Donc, de nouvelles vidéos de témoignages, hein, avec toujours cette dynamique en parler pour avancer. La campagne de recueil de contributions. En ce moment, on écoute beaucoup les organisations, les professionnels, mais on va vous en dire plus sous peu. On aimerait se saisir des JNI pour recueillir la parole de personnes concernées. Donc, pas passer aussi strictement par un formulaire numérique. On va accueillir beaucoup plus de formes à ce moment-là, de sons, de vidéos, de kits qui peuvent être menés avec les organismes de formation, etc., pour recueillir des paroles plus libres, pour voilà, vraiment entendre, être au plus près de ce que les personnes ont à nous dire, et donc le semainier avec les thématiques que vous avez découvertes tout à l'heure. Et on vous donnera rendez-vous, on vous le dira plus précisément sous peu, le 6 septembre, pour une révélation de tous ces chiffres, et puis l'infographie à venir dont parlait Élise. Voilà. Après, il y a quelques dates clés très simplement sur la planche suivante, mais bon, ça, on le partagera voilà, plus strictement ensuite. Mais je vous propose de couper le diaporama et puis de laisser quelques mots à Hervé et puis de pouvoir ensuite accueillir éventuellement pendant, après, quelques questions si vous le souhaitez ou de les passer par le fil de conversation. Alors, Ophélie, moi, je ne sais pas si tu as vu. Alors, Hervé, tu n'as pas de micro. Oui, parfait. Merci Virginie. Merci. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette session d'information sur les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Remercier particulièrement Madame le maire, Stéphanie Lebé-Delattre et puis Reine Marie Noblecourt aussi. Merci de votre mobilisation, de votre témoignage. Je salue aussi la présence des chargés de mission régionaux, Olivier, et je vois que Sabrina a été connectée. Je salue l'arrivée d'Angélique aussi. Bienvenue Angélique, et je remercie Virginie, toute l'équipe qui a préparé ce webinaire. Au fond, moi, ce que je souhaitais vous dire à la fin de cet échange, c'est que nous n'en avons pas fini dans la mobilisation contre l'illettrisme. L'illettrisme est un problème qui est ancien, qui existe depuis un certain temps, en tout cas qu'on a nommé, qu'on a mesuré, mais qui est toujours bien présent dans notre société. On sait que les conséquences de l'illettrisme et de l'électronisme aussi empêchent un certain nombre de réalisations dans la vie quotidienne, empêchent de quitter la condition à laquelle on est destiné, empêche d'évoluer, génère du stress, génère des grosses difficultés dans la vie quotidienne. Et donc, on sait l'enjeu qu'il y a à se mobiliser. Donc, on vous engage pour cette session des Journées nationales à continuer la mobilisation. C'est très important que la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme soit à l'agenda à cette rentrée de septembre. Donc, les Journées nationales offrent cette possibilité qu'on en parle. Et donc, quand on a imaginé ce rendez-vous, c'était une manière de dire, voilà, on va donner à voir l'existence de ce phénomène. On va aussi s'adresser à celles et ceux qui sont concernés, à leur entourage, pour qu'elles puissent avoir connaissance des solutions qui peuvent leur être proposées. Donc, quand on souhaite augmenter la prise de conscience cette année, on souhaite s'appuyer sur des données, sur des chiffres renouvelés de l'enquête de l'INSEE, sur l'exploitation qui est faite en ce moment de cette enquête et qui sera rendue publique au mois de septembre. Donc, vous serez acteur aussi de la diffusion de ces données sur l'illettrisme, la ruralité, l'illettrisme et l'âge, l'illettrisme et le secteur professionnel et la pauvreté. Il va y avoir toute une série d'informations beaucoup plus fines qui seront diffusées à l'occasion des Journées nationales, mais on souhaite aussi et surtout ajouter à cette connaissance qu'on va avoir et proposer et partager du phénomène de l'illettrisme, votre ressenti, la connaissance que vous avez au quotidien des personnes que vous pouvez croiser, accompagner. Et c'est tout ça qui nous permettra d'objectiver la présence de l'illettrisme et de l'électronisme dans notre société. On en a besoin pour construire des solutions nouvelles, améliorer les solutions qui sont proposées, amplifier celles qui ont fonctionné, donner un cap à la lutte contre l'illettrisme. Et donc, on a besoin de vous au mois de septembre aussi pour que vous puissiez jouer un rôle actif dans cette grande concertation qu'on a initiée
Il y a déjà eu plus de 200 contributions à cette concertation, mais on souhaite que vous vous saisissiez des journées nationales aussi pour amener du débat, de l'échange, que vous puissiez nous dire ce que ça représente d'être en situation d'illettrisme et d'électronisme aujourd'hui et quelles sont les propositions que vous pourriez formuler pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des personnes qui y sont confrontées. Mais pour franchir cette étape, on a besoin d'en parler toujours. Donc, vous savez qu'on a ce message encore cette année, en parler pour avancer. Et je conclurai vraiment ce petit mot de revoir en vous disant on a vraiment besoin d'en parler, mais en parler, parler de cette question, libérer la parole, en parler avec tranquillement, avec dans les différents champs que recouvre la prévention, la lutte contre l'illettrisme, comme vous le faites, Madame le maire, dans votre commune de Vénizel. En parler, c'est agir déjà. Le fait d'en parler, c'est déjà faire le premier pas qui fait qu'on agit. Hein. On peut imaginer tous les beaux dispositifs contre l'illettrisme si on ne fait pas tomber le tabou, si on n'a pas la capacité à dédramatiser cette situation, à accompagner les personnes en les mettant en confiance vers les solutions, eh bien, on s'interdit d'agir. Donc, il faut qu'on en parle encore cette année. Et on vous remercie d'être aussi nombreux et on vous invite vraiment à inscrire vos actions sur le site Illettrisme Journée. On vous a donné l'adresse du site en tout début de rencontre. Et plus on aura de manifestations cette année, plus cette question-là, l'illettrisme et l'électronisme, seront à l'agenda de cette rentrée. Et plus on pourra. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation et on vous souhaite, on vous donne rendez-vous le 6 septembre pour la communication des résultats de l'enquête et du traitement qui est fait par l'agence, des nouvelles données sur l'illettrisme, et du 8 au 15 pour la mise en place de vos actions sur les territoires. Vous pouvez compter sur la présence, sur l'appui des chargés de mission régionaux aussi à vos côtés pour la réussite de vos manifestations. Tout à fait. Vraiment, sentez-vous à l'aise dans les opérations. Vous voyez passer en ce moment dans le fil de conversation, je fais partie de Lire et faire lire, j'ai porté des actions, etc. Puis-je m'engager dans les journées? La réponse est résolument oui, pour toutes les actions qui contribuent à la prévention, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Alors, le fil de conversation a été vraiment d'une grande richesse. On va le lire avec grand intérêt, puisque vous nous avez fait part de toutes sortes de positionnements, d'envies et d'apports qu'on a espéré utiles lors de ce webinaire. Et donc maintenant, voilà, avec Angélique, on va pouvoir préparer les supports d'information qui vous seront utiles et on se tient également à disposition derrière le téléphone, le courriel, etc. pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.